Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 11 avril 2023, petite mise à jour BTC et qui casse les 30 000 $, enfin de la reprise de volatilité. On va parler de la cassure du range, des niveaux clés à surveiller et surtout de l'action de prix à surveiller pour éviter tout piège et tout signal baissier bien sûr, malgré que Bitcoin soit très fort. On fera un petit point aussi sur Ethereum qui est un petit peu plus à la traîne. Pour l'instant les altcoins sont toujours à la traîne, donc mon update de la newsletter de dimanche pour moi est toujours d'actu. Si vous avez des idées d'altcoins vraiment qui changent un petit peu du lot, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, mais pour l'instant les altcoins sont pas hyper motivés dans le mouvement, à part Solana qui sort un petit peu du lot. J'ai trouvé, bon après il y a quelques autres assets comme des fan club tokens, le token de la Juventus, etc. qui arrivent un petit peu à s'en sortir. Il y a toujours des alts un peu liquides qui arrivent à pumper, mais je parle vraiment du gros market cap, tout ce qui est BNB, Link, Atom, etc. etc. Pour l'instant sont plats, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Mais comme j'ai fait une update dimanche et j'en avais déjà parlé, bah ça sert à rien de revenir dessus. Ça sent bon pour mai juin, donc ça sent bon le sell in May and go away, donc de beaux rallyes sur ce genre d'altcoin pour mai juin. Faut leur être patient. Et pour l'instant, c'est Bitcoin qui voit la vedette à tout le monde et c'est lui qui voit sa Bitcoin dominance augmenter, ça on en parlera aussi. Avant de commencer le brief, il y a le concours qui se termine aujourd'hui, c'est les dernières heures pour participer. 500 € à se partager à 5, donc 100 € chacun. C'est le concours hebdomadaire, il y aura un prochain concours la semaine prochaine, enfin pardon, vendredi, donc dès que celui-ci il est fini, il y aura un concours vendredi et tous ceux qui ont participé à ce concours, vous pourrez participer au prochain concours. Donc c'est super intéressant pour vous, ça prend 2 minutes pour participer, c'est gratuit, il suffit simplement de RT ce tweet, de le like, de follow le trône. Ça déjà ça prend 5 secondes, de vous créer un compte sur Bitget, c'est gratuit, c'est notre partenaire, ça vous permet de et c'est sans KYC, c'est-à-dire qu'en gros vous n'avez pas besoin de carte d'identité ni rien, un mail ou un numéro de téléphone et un mot de passe et vous vous inscrivez, ça prend 1 minute et c'est sans KYC et vous pouvez trader sur la plateforme sans KYC, donc si vous aimez l'anonymat en crypto, bah c'est une bonne chose et également vous pouvez récupérer vos fonds, c'est ça le plus important, sans KYC jusqu'à 50 000 $ par jour, donc je pense que ça satisfait 98% des gens, je pense même 99% des gens. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, donc vous n'avez pas besoin de trader sur la plateforme hein, pour participer à ce concours. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, donc vous avez créé votre compte, vous identifiez un ami, vous écrivez votre user ID. Donc le user ID c'est très simple, c'est dans votre dashboard. C'est écrit en gros, vous ne pouvez pas le louper, ça ressemble à ça, c'est que des chiffres. Ok. Donc là vous mettez votre ID, vous identifiez votre collègue, et puis comme ça vous pouvez participer, comme toutes les personnes qui ont pu le faire ici. Ok. Et ça c'est une fois par semaine, donc en fait toutes les semaines il y a 5 gagnants qui se partagent 100 € chacun, enfin 500 €, donc 100 € chacun. Et ça sera toutes les semaines, donc c'est ce qui fait qu'il y a 20 gagnants par mois, voire plus. Donc bah, n'hésitez pas, vous serez éligible hein, au prochain concours. Également, pas besoin de se réinscrire, etc. par la suite. Alors du coup, le BTC qui breakout enfin sous range, donc bon je l'ai ici en H4 et je l'ai ici en daily. Breakout confirmé, donc on peut pas dire non, mais c'est pas confirmé si on trace une trendline. Non, ici on regarde bien horizontalement, c'est confirmé. Le marché reste haussier puisque je fais creux ascendant, sommet ascendant, des consolidations, des breakouts. Bitcoin est haussier jusqu'à preuve du contraire. Les objectifs, pour faire simple, toujours, c'est le premier arrêt pour moi, j'en ai parlé, mais 38,2 ici, à peu près 35 000, 36 000 $ pour moi, c'est vraiment l'objectif. Il y a une zone de résistance ici qu'on va commencer à travailler, mais franchement, pour moi, l'objectif, il est là, 35 36 000. J'en avais parlé, mais les order books sont assez vides. Là, bon, là, je suis sur le perp hein, ici de Binance, mais au-dessus des 32 000, il n'y a plus grand-chose vraiment. Et même sur le spot, ici, vraiment, les order books sont très fins, il n'y a vraiment pas grand-chose. Suffit que j'augmente un petit peu plus le sizing des ordres et voilà, hop, il n'y a plus rien. Les derniers gros ordres ont été filés, après, il n'y a plus grand-chose. Donc on en avait parlé, hein, scénario short squeeze, on accumule un maximum de shorters et après bah, les order books sont vides. Vous allez voir les médias qui vont parler du Bitcoin puisqu'on est venu aux 30 000 $. Là les médias vont commencer à parler du BTC, ça va intéresser de nouvelles personnes. Et tout simplement, bah, comme je le disais ces précédents jours, quand il y avait une très faible volatilité, bah, on était entre derniers survivants et le public va bientôt arriver. Peut-être que le public va commencer à voir cette vidéo, bienvenue à vous. Si vous rentrez dans le BTC, prenez vos profits rapidement puisqu'on n'achète pas un marché qui est vertical, même si la tendance est très forte et qu'il y a des possibilités de le vendre plus haut. Mais ne vous faites pas avoir. Je vous dis pas de ne pas acheter de Bitcoin ici. Hein. Je vous dis juste que si vous achetez là, il y a de grandes chances que ça puisse continuer de pumper puisque le momentum est haussier, donc la force du mouvement est haussière, pardon. Mais c'est contrôlé par les acheteurs. Mais ne vous faites pas avoir en croyant que cette année on va à 200 000 $. Ok, juste ça c'est un truc à mettre dans votre tête. Dites-vous qu'il y a de grandes chances que déjà 40-50 pour cette année c'est déjà très très bien et que si on veut voir plus haut ce sera probablement pour 2024 voire même probablement fin 2024, début 2025, donc faut pas être trop pressé. Le Bitcoin à 100 000 on l'aura très très probablement, même plus. Après je dis pas l'avenir mais
Encore une fois, quand tu connais le projet Bitcoin et sa faible capitalisation à l'heure actuelle, tu peux bien te douter qu'il peut aller beaucoup plus haut que 100 000 $. Mais ça sera probablement pas maintenant. J'en avais parlé, mais le prix de production l'année prochaine qui passe à 28 000, donc il faut se dire qu'après avril 2024, on retrouvera probablement plus de Bitcoin sous 28 000 $. En tout cas, c'est peu réaliste. Du coup, s'il y a une récession machin et qu'il y a un Black Swan, ça serait probablement avant l'halving. Enfin, je dis pas que tout est corrélé à l'halving du Bitcoin, bien sûr. Et je dis juste que ce serait simplement... en tout cas, si vous voulez par exemple choper du Bitcoin, je sais pas, dans les 20 000 ou 18 000, dites-vous qu'après avril 2024, c'est quasiment plus probable. Par contre, si par exemple 1 ou 2 ou 3 mois avant l'halving, donc par exemple, je sais pas, en janvier 2024 ou février 2024, on se retrouve sur un Black Swan, un peu comme le crack Covid ici, en mars 2020, on se retrouve à 18-20 000, là, faut pas hésiter. En tout cas, personnellement, du Bitcoin à 18-20 000 à un mois ou deux de l'halving, faut pas hésiter, puisque le prix de production, il double en fait juste après. Il sera à 28 000, là, il est à 14, il sera à 28. Donc par exemple, si le Bitcoin il revient à 20, il faut se dire que 2 mois après, il y a de grandes chances qu'il soit de nouveau au-dessus de 28. Un peu comme pendant le crack Covid. Tout le monde pensait que c'était la fin du monde ici, sauf que 3 mois après, on est passé de 3 000 à 11 000. Bah oui, puisque le prix de production, il a doublé, il était déjà remonté dans les 8-9 000. Donc le Bitcoin est repassé au-dessus des 8-9 000, tout simplement. On quitte un petit peu les zones d'investissement professionnelles, donc c'est pour ça que je dis que le public va arriver, puisque on était simplement en zone de rechargement, en fait. Et la zone de rechargement, c'est une zone professionnelle pour investir. Le public investit jamais dans les zones professionnelles. Donc c'est pour ça que je dis que là, c'est probablement le public qui va commencer à arriver. Donc quand je dis public, en fait, c'est les gens qui connaissent pas trop, qui n'ont pas trop suivi le marché baissier, en fait, qui vont entendre parler des cryptos maintenant, vu que ça monte, et qui vont probablement se positionner sur des trucs qui sont assez hauts, et le regretter plus tard, malheureusement, parce que là, comme je le dis, on sort vraiment des zones où l'investissement est irrationnel. On est en train d'en sortir, donc c'est pour ça que ça sent l'accélération et l'arrivée du public. Maintenant, techniquement, alors, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Donc, un breakout, c'est bien. Pour que ça continue d'être bullish, ce qu'il faut absolument, c'est que le support tienne. C'est un petit peu ce que j'expliquais sur Ethereum, c'est exactement pareil. Du coup, en fait, on va pas se prendre la tête. Je vais venir ici en même temps sur ETH. Ici, rappelez-vous, je vous avais dit, là, il faut que cette zone, elle tienne sur ETH, que ce soit un pullback et non une réintégration. Et le pullback commence à se valider sur Ethereum. Bitcoin, c'est la même chose. Au mieux, enfin au pire, il n'y a pas de pullback, et du coup, on est tellement strong qu'on s'en fout, on pullback rien, et on entre dans un mode up only, c'est-à-dire qu'en gros, on fait que de monter. Ok, il n'y a pas de pullback, il n'y a rien du tout, on monte vraiment en ligne droite, un peu comme en 2019, ici. Donc là, en gros, on viendrait de sortir de cette consolidation, et donc après, c'est que du up only, donc il n'y a pas de pullback en fait. Enfin, on en a eu un ici à l'époque, un tout petit avant de partir, peut-être qu'on en aura un. Par contre, s'il y a un pullback et que ça se termine en réintégration, c'est catastrophique. Pourquoi? Puisque ça voudrait dire que le marché est venu en fait bouffer tous les stops des vendeurs, et que derrière, tu as des gros qui sont venus se positionner short ici, et que derrière, si on réintègre, vu qu'en fait on arrête tous les vendeurs depuis à peu près le mars 2023, donc là on a eu 2 mois de consolidation, tous les mecs qui ont short, là sont en train de se faire liquider actuellement. Ok. Et par contre, si on réintègre, c'est qu'on a liquidé les shorteurs, et il faut liquider qui? Les acheteurs. Et donc les acheteurs, ils sont où? Creux ici, creux ici, creux ici, donc je peux tracer ce qu'on appelle une petite trendline. Tous les stops, ils sont plus bas dans l'imbalance, et donc ça voudrait dire qu'on irait là-bas, à 25 800 $, et là ça serait un bain de sang. Puisque t'as tous les mecs qui sont rentrés sur breakout qui seraient rect, t'as tous les mecs qui ont fait stopper leur short qui seraient plus dans le train, et t'as tous les mecs qui auraient foutu leur stop sous les creux depuis 2 mois, enfin depuis grosso modo mars 2023, donc depuis 2 semaines, aussi qui seraient rect. Ok. Tant qu'on réintègre pas, c'est ultra bullish, c'est tout ce qu'il faut se dire, et que les objectifs, c'est 36 000. Il y a une règle de Gann, je l'avais tweeté à l'époque, et ça paraissait un peu... une utopie, pas vraiment quelque chose de réaliste quand on y pense à l'instant T. Mais donc on était en... C'était quand? C'était en janvier 2023, où c'est une règle dont je parle souvent, qui est qu'un marché peut retracer de moitié, donc revenir à 0,5 en moitié moins de temps. Donc par exemple, si on a pris 1 an pour dumper, on met 6 mois pour revenir à 0,5. Donc là, en l'occurrence, quand on calcule cette règle, ici, on a mis simplement... Ici, je vous donne les chiffres, hein. Bon, après, moi, j'ai un indicateur qui me calcule la target directement. Enfin, c'est même pas un indicateur, c'est dispo sur TradingView, mais il faut savoir le configurer. Et pour vous faire une idée, on a dumpé... Enfin, on a mis 376 jours pour trouver notre bottom. Et donc, la moitié de 376 environ, ce serait à peu près, ici, entre 180 et 190 jours pour retourner à 0,5. Et donc, cette target est pour le 28 mai. Donc, ça veut dire que fin mai, il y a des probabilités pour qu'on ait un Bitcoin à 42 000. Et c'est ce que je disais ici, en gros. Une règle vieille comme le monde indique que ce marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps, ce qui donnerait 42 000 $ pour fin mai.
Et donc on était à peu près à 21 000. C'est pas pour dire oh là là, je vous l'avais dit, non, c'est juste que c'est une règle qui a été aussi respectée en 2019. Ou si vous regardez bien, je vous montre ça rapidement, mais vous prenez le top du Bitcoin, donc qui était là. On prend exactement son bottom ici. On trace 0,5, ok. Et donc là, je vous fais le même exercice. On regarde combien de temps on a mis. On a mis 365 jours. Donc ici, je prends ma calculatrice, je fais 365 divisé par 2. Donc en gros, on a mis un an, bah, on a 6 mois. Mais en jour, ça fait 183 jours si on arrondit au chiffre super, donc 182,5. On va arrondir à 183. Et 183 jours, c'était tout simplement ici. Donc c'était le, que je vous dise pas de bêtises, c'était le 16 juin. Et donc le 16 juin, on était juste ici, vous voyez, là on était à 9200, l'objectif c'était ici 11400, et ça s'est fait genre 4-5 jours après. Donc la règle, elle n'est pas stricte et précise au jour près, bien sûr, mais en gros c'est de se dire que en approximativement moitié moins de temps, on peut retracer de moitié. Donc si je prends au weekly par exemple, bah là on prend 52 bars. Ici, on prend à peu près, donc là, je prends vraiment le bottom. Ici, on va dire, on avait environ 26, on va dire, allez, 26-30 bars si on étend un petit peu pour venir chercher les 0,5. Donc ça, là, ça avait été fait en 27 semaines. Donc 52 semaines pour dump, 27 semaines pour retracer de moitié. Si je veux vraiment être précis, 28, mais bon, on va pas chipoter pour 2 semaines. On va pas dire non, la règle marche pas. Non, bien sûr. Ici, ça a été respecté. Et donc, si l'histoire se répète, bah, on avait eu le breakout en avril, on avait récupéré de la volatilité. Là, on est en avril actuellement, on avait fait notre top en juin. Donc là, si on respecte, ça voudrait dire que fin mai, on est proche des 0,5, ou peut-être même avant, c'est pas impossible, hein, si vraiment on est très fort. Enfin, on a un mouvement qui est très fort, mais en gros, il faut se dire que 0,5 pour fin mai, donc environ 42 000 $, c'est vraiment pas à exclure. Et si on suit 2019, on aurait une fenêtre de top entre 48 et 55 000 $ à peu près. Pour juin, environ juin, donc en gros mai on est là. Et dernier vendredi de juin, généralement, c'est à ce moment-là que les pumps se finissent. Ça donnerait grosso modo un Bitcoin dans ces zones de prix pour fin juin, début juillet. Pour ensuite probablement un top et de la consolidation. À ce moment-là, les altcoins qui s'amusent un petit peu beaucoup même. On parle pas d'ATH ni rien, mais des assets voilà, qui vont pumper un peu. Et derrière, un retracement probablement. Et à ce moment-là, la zone qui nous intéressera, c'est zone de rechargement. Bien sûr, si tout se passe comme ça, hein, là, il y a très peu de chances que ça se passe comme ça. Mais si ça se passe comme ça, il y aura de nouveau une zone de prix très intéressante, et ça, ce serait avant l'halving. Ok, mais imaginons que juste 1 ou 2 mois avant l'halving, on retrouve du Bitcoin à 23 000, 20 000 $. C'est le moment de l'acheter, en fait. Faudra pas avoir peur, oh là là, récession, fin du monde, non. Parce que le prix de prod, il sera à 28, 1 ou 2 mois après. Et donc le Bitcoin reviendra très très probablement au-dessus de ce prix de prod par la suite. Ok ? Tout comme là, si vous pensez que le Bitcoin peut faire un attach dans les prochaines années et que vous estimez que c'est un asset intéressant pour l'investissement, même 30 000 en soi, c'est pas trop un prix qui est dégueulasse. Si vous pensez que le Bitcoin a le potentiel d'aller à 100 000 $ et que vous l'achetez pas à 30 000, je dis pas que c'est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. J'en avais parlé depuis très longtemps, mes W weekly dans les 18 000, tout ce qui est zone de rechargement long terme, c'est très bien. Sous 28 000 $, le prix de production dans un an, c'est très bien. Là, on commence à quitter les zones pro, comme j'en avais déjà parlé, c'est le public qui va probablement arriver maintenant. Mais pour du long terme, si vous estimez qu'on va à 100 000 et que tu es prêt à risquer ton investissement, bah achète-le à 30 000 en fait, c'est ça que je veux dire. Maintenant, si tu imagines et espères qu'il y aura des pullbacks, il y en aura peut-être, mais ça, sache que ça se trouve, bah, il y aura très peu de pullbacks et que le prix va ressembler tout simplement à ça, c'est pas impossible. Hein. Donc à ce moment-là, tu n'auras plus tes entrées dans les prix escomptés. Donc voilà, il faut savoir un petit peu s'ajuster si vous voulez absolument du Bitcoin. Ça dépend du profil de chacun. Petit point order flow parce que c'est hyper important et hyper intéressant. N'oubliez pas, mercredi, demain, j'ai oublié d'en parler, mais demain on a le CPI aux États-Unis. Donc c'est quoi? C'est les chiffres de l'inflation qui devraient continuer d'être en baisse. Parce qu'ici vous avez un site qui vient répertorier tous les sites tous les prix qu'il arrive à trouver. Et l'inflation continue de baisser. Donc les derniers résultats c'était en fin février, début mars je crois. Et depuis bah, l'inflation d'après eux a continué de baisser. Donc on serait sur une inflation qui continue de baisser, donc pas de gros changements. Sauf qu'on a un consensus à actuellement... attendez, merde. On était à 6%, je comprends pas ici. On était à 6, on était à 5, je sais plus du tout. Attendez, je vais vérifier. Non, ça c'est le core inflation rate, on s'en fout, moi je veux juste le CPI. À moins que ce soit pas le CPI mercredi, mais si, normalement. Je vais revérifier ça. Non, ici j'ai pas la data. 0,4%, 5... Oui, non, voilà, pardon. Inflation rate ici, je me disais bien, je trouvais ça bizarre. Ok, donc le précédent chiffre était à 6%, et là, l'estimation, elle est à 5,2%.
Même si on a 5,3, 5,4, c'est pas trop catastrophique. Ce qu'il faut surtout, c'est être en dessous de 6. Et il y a peu de chances qu'on soit au-dessus de 6, puisque comme je vous l'ai montré, bah, l'inflation en fait continue de baisser tout simplement. Donc il y a peu de chances qu'on soit au-dessus de 6. Maintenant, si on est en dessous de 5,2, c'est encore plus génial. Si on est au-dessus de 5,2 et en dessous de 6, bah, c'est techniquement déjà pricé, donc à voir comment le marché va se comporter. Mais en tout cas, genre si on serait qu'à 5,8, 5,9, ça serait vraiment pas bon. Ça voudrait dire que vraiment l'inflation a du mal à continuer de baisser et que la Fed pourrait redevenir un petit peu plus agressive sur sa hausse des taux, voire la prolonger plus longtemps. Ou avoir des targets max plus hautes, actuellement qui sont autour des 5, 5,25, voire 5,50 grand max. On pourrait peut-être aller au-dessus ou être proche des 6%, donc ça, le marché le pricera, pardon, et ce serait baissier. D'ailleurs, qui dit CPI, qui dit événement de liquidité, ok, et c'est pour cela que là, je repasse en daily, et je vous le dis, si par exemple demain, et je reviens sur l'order flow du coup, ici, si demain il y a une réintégration sous les 29, ça sent pas bon. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'en fait, on réintègre le range déjà, parce que le range, grosso modo, pour faire simple, c'est ça, hein. Donc grosso modo, ici, vous voyez, on a pullback tout ça, donc tout va bien. Et je vais le mettre en vert vu que c'est un range. Juste ça, je vais dégager parce que ça n'a pas de sens. Enfin, ça sert à rien. Hop, je diminue l'opacité, mais grosso modo, ça, c'est le haut du range. Ce qu'il faut, c'est pas réintégrer, ça, je vous l'ai déjà dit. Et l'order flow nous apprend quoi? Nous apprend qu'à 24 heures d'un événement quand même très important, très liquide. Demain, c'est à quelle heure d'ailleurs? Je vous dis ça de suite. 4h30 chez moi, donc 2h30 chez vous. Ce qui fait que grosso modo, ici, 14h30, tac, 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 je viens ici, donc le 12 avril, 14h30 à peu près, on va aller, hop, 15h, coupe la poire en deux. Là, il y a le CPI. L'order flow nous apprend quoi? Nous apprend que les gens ont pris beaucoup de paris, à levier, ont pris du risque à levier parce que les open interest sur les contrats futurs, enfin sur les contrats perp, ont explosé. Et en valeur dollar, parce que bah, bien sûr le prix du Bitcoin augmente, mais surtout aussi en valeur Bitcoin, puisque on était grosso modo à environ 176 000 Bitcoin leveragés hier, maintenant on est environ à 200 000. Donc c'est beaucoup, ça fait 25 000 Bitcoin de plus, quasiment, ce qui fait une hausse de 16%, et du coup en dollars, puisque le Bitcoin prend de sa valeur, malgré tous les vendeurs qu'on a squeeze, on a quand même une hausse de l'open interest, on va dire en 2 jours, 2-3 jours, de 18% ici, mais surtout, en milliards, ça fait beaucoup. 8 milliards 300 millions, 9 milliards 800 millions. Donc là, il y a plus 1,5 milliard au compteur qui sont pariés. C'est en fait des gens qui ont pris du trade à levier. Et donc pour faire simple, les gens se sont positionnés majoritairement où? Là, on voit que l'open interest a vraiment commencé à accélérer dans ces zones de prix. Rappelez-vous, je mets en violet quand je regarde un petit peu l'open interest. Et du coup, grosso modo, ça donne dans ces zones de prix. Ok. Et donc tout simplement, même à partir d'ici où ça a vraiment bien augmenté, vous voyez là, on était sur cette bougie, dans cette consolidation, on était environ à 9 milliards, on est monté à 9 milliards 600 millions. Donc là, il y a eu 600 millions de dollars de paris qui ont été pris avec du levier, déjà, rien qu'en quelques heures, au niveau de la résistance. Après, ici sur ExoChart, personnellement, j'ai un setup qui me permet de voir exactement ce qui se passe au niveau des ouvertures long short, enfin, en tout cas avec le plus de précision possible. Je vois ici que ça a beaucoup bataillé. Il y a beaucoup de vendeurs qui sont rentrés exactement sur cette bougie en short. Là, je vais zoomer pour vous montrer. Mais c'est cette bougie ici. Après, attendez, si vous voulez, je vous montre. Voilà, si vous voulez, je vous montre avec les bougies. Est-ce que je peux juste... je sais plus si... Voilà. Ici, je vous montre avec les bougies, mais grosso modo, les mecs sont rentrés en short beaucoup ici. Et eux, les acheteurs sont rentrés là, et aussi sur ce breakout. Ok. Donc, pour faire simple, dommage que je puisse pas... Enfin, je crois que je puisse dessiner, mais je sais plus comment on fait. Pour faire simple, grosso modo, tous les mecs ici, là, qui sont venus acheter dans ces zones de prix, si on vient sous 29 000, tous les vendeurs sont débloqués en grande partie, puisque eux, les vendeurs, ils sont venus se positionner où majoritairement? Bah, ils sont venus se positionner là. Eux, ils se sont fait sortir ici au top. Là, vous voyez, beaucoup de shorts se ferment, donc ils se sont fait dégager ici. Et surtout, ils sont positionnés ici, les vendeurs. Ok. Donc, techniquement, dans cette zone de prix, à 29 000, si on revient à 29, bah, déjà, ces vendeurs vont pouvoir sortir sans perte. Ok. Et deuxièmement, il se passe quoi? Il se passe que tous les mecs qui sont venus acheter, donc déjà sur cette bougie et cette bougie, et ben si on commence à venir premièrement sous 29 000 et ensuite sous 28 400, tous les vendeurs sont débloqués, enfin tous les vendeurs, pas tous les vendeurs, mais tous les vendeurs récents seraient débloqués, tous les acheteurs de breakout seraient coincés. Et du coup, c'est ce qui fait que derrière, si le CPI c'est une grosse douille, que l'objectif était de sortir les vendeurs et que derrière on commence à rebasculer sous ces zones, bah derrière, les stops ils sont où? Tout simplement. Je vous laisse regarder, mais là, on peut tracer une trendline de tous les creux qui sont accumulés.
Et techniquement, ça voudrait dire que tous les stops, ils sont là-dessous. Et ça, c'est une pattern qui arrive fréquemment. S'il y a réintégration, comme je le dis, une fois que genre il y a un triangle comme ceci, là, vous voyez, il y a un triangle ascendant. Donc simplement, je vais le tracer comme ça en forme de triangle. Hop. Tac. Ok. Donc ça, c'est une... Dans le chartisme, hein, c'est bullish, ok? Ni plus ni moins. C'est haussier, ça, on va pas chipoter 40 ans dessus. C'est haussier, ok? Breakout. Par contre, quand il y a réintégration, si on réintègre, très généralement, c'est cassure dans l'autre sens, c'est nettoyage des creux qui se sont accumulés, donc là, ça fera un retour dans cette zone de prix à peu près, donc sous les 26 500 $. C'est pour ça qu'il faut être prudent, et que si vous êtes rentré sur ce breakout, et franchement, c'est cadeau, s'il y a réintégration, il vaut mieux se casser et se dire qu'il y a de grandes chances de pouvoir racheter là-bas. Si jamais c'est un fake, c'est-à-dire qu'en gros, là, le marché, il piège tout le monde, il fait genre qu'il réintègre et il repart, bah, une fois que ça redevient support, vous pouvez re-rentrer en fait. Rien ne vous empêche de re-rentrer, tout simplement. Mais en tout cas, là, si tu achètes le breakout, sache que tu peux le faire, parce que techniquement, c'est une pattern chartiste, tout ce qu'on veut, il y a des objectifs plus hauts, 36 machin, tout ce qu'on veut. Le petit bémol, c'est qu'on est à 24 heures d'un événement de liquidité qui est un peu important, et que du coup, bah, si c'était juste on bouffe les vendeurs avant le CPI et que le CPI arrive et qu'on bouffe les acheteurs, bah, très vite ça pourrait ressembler à ça. C'est une pattern qui est connue. Triangle, je vais essayer de tracer droit, cassure, chasse dans l'autre sens, et là on y va. Et donc là en gros ce serait le nettoyage, on a sorti tous les vendeurs, on piège tous les acheteurs de breakout, on récupère tout ça plus bas et merci, au revoir. Un peu comme ça en gros. On va sortir les vendeurs, on a sorti les vendeurs, merci, au revoir, on chasse tous les acheteurs, on bouffe les creux ici, on y retourne. Donc, ça serait exactement la même chose, un truc d'enfoiré qui arriverait ici, ok? Petite vigilance, mais en tout cas, je le répète, tant qu'on ne repasse pas sous le point de cassure qui est environ 28 400 $, c'est bullish. Et Bitcoin a de grandes chances de continuer, de pumper, voire même de peut-être ne pas offrir de pullback. Ça pourrait aussi arriver, ok? Et voilà, là je vous préviens sur ce petit mouvement, si jamais ça arrive, faites très attention, parce que c'est clair et net que ça ne pardonnera pas derrière. Pas grand chose d'autre à dire, en horaire la dynamique reste haussière, pour moi tant qu'on ne retourne pas sous 29 000 court terme, je vois un Bitcoin qui est toujours haussier également, donc pas de souci à ce niveau-là. Juste attention, vigilance au niveau order flow, je vous l'ai montré, hein, mais tous les mecs sont ici, commencent à aller là-dessous, ça devient dangereux. Tout comme ça devient une zone d'achat intéressante de pullback, puisque c'est le pullback du range, juste que si on repasse dessous et qu'on réintègre le range, c'est moche. Par contre, être acheteur de pullback, ça peut se faire. Se dire que bah, tu as des acheteurs ici qui vont défendre leur position, tu as un paquet de vendeurs qui sont coincés, qui vont sortir de leur position, donc ça va faire des achats, ça va soutenir le prix, et derrière le prix va pouvoir rebondir et repartir. Ça, ce n'est pas impossible. Mais il faut maintenir cette zone de prix. Si on y revient, donc, les yeux sont rivés sur le CPI de demain, mais en tout cas, le Bitcoin est bullish, sauf s'il réintègre. Retenez bien ça. Ok. Donc en fait, je vous trace tout simplement ici comment dirais-je, la vision des choses. Ça, c'est le scénario vert, ça, c'est haussier. Ok. Ni plus ni moins. Ça, c'est bullish. Je vais le passer ici en 2 pixels. Ok. Ça, c'est le scénario bearish. Et ça, c'est le scénario derrière, pour moi, chasse, et on va beaucoup plus bas. Ok. Hop. Et donc, vous avez le scénario, en gros, qui offre aucun pullback, qui est simplement, bah, le prix reste comme ça, donc ça, je vous le mets en jaune. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pullback, on n'en a rien à foutre, on part. Ni plus ni moins. Vraiment, retenez ce schéma-là. Réintégration bearish, pullback bullish, pas de pullback et rien du tout. C'est que le momentum est très fort, qu'on veut laisser un maximum de vendeurs ne pas pouvoir sortir de leur short et les liquider le plus haut possible. Et surtout, bah, laisser très peu d'acheteurs pouvoir rentrer dans le train, tout simplement, pour continuer. Mais en tout cas, ça, il faut faire attention, puisque là, l'open interest, il a explosé, les gens ont mis beaucoup de levier avant un événement de liquidité. Pour l'instant, c'est les vendeurs qui sont coincés. En fait, quand les open interest montent, faut pas juste faire ce truc simple, oui, ça monte, l'open interest monte, donc les gens achètent. Non, les gens achètent et vendent. Quand l'open interest monte, c'est qu'il y a des longues et des shorts qui s'ouvrent, et là, j'en ai la preuve ici. Hein. Les shorts et les longues s'ouvrent, ok? C'est pour ça que l'open interest monte. Parce que si les longues, ils s'ouvrent et les shorts, ils se ferment, bah, des positions qui s'ouvrent et des positions qui se ferment, ça fait une neutralité, ça fait pas de hausse d'open interest. Donc si l'open interest, il monte, c'est que les deux s'ouvrent. Qui est bloqué à l'instant T? Les vendeurs. On repasse sous 29 000 voire 28 400, qui est bloqué les acheteurs, et derrière, c'est le bain de sang. Tout simplement. Perso, c'est ma vision des choses lorsque j'ai l'order flow. On retourne pas sous 29 000 ou 28 400, let's go 32, 33, 35, 36, 40, même plus. Et même si on réintègre et que derrière on fait ça, derrière il y a de grandes chances que le prix, une fois qu'il retourne au nord, ce soit quand même pour aller chercher 36 voire 40 000 $ par la suite. Mais ce serait en gros nettoyage, parce que là il y a trop de gens qui sont rentrés en mode breakout, et bah, l'open interest il nous dit quoi? Il nous dit oui, il y a beaucoup de gens qui sont positionnés, et des acheteurs et des vendeurs. Maintenant, qui va avoir tort?
Ça, c'est ce qu'on attend de voir. Ok. Et pour finir aujourd'hui, Ethereum, le point macro, je pense que je vous le ferai demain parce qu'au final, il ne se passe rien du tout, donc c'est rien d'exceptionnel. Pour finir aujourd'hui avec Ethereum, le pullback, lui, a été respecté sur Ether. Tout va bien. Ce qu'il faut maintenant sur Ethereum, idéalement, c'est breaker pour confirmer ce pullback. Il faut réussir à faire le creux et le sommet ascendant, et surtout à sortir du range ici. Il faut vraiment essayer de sortir du range au nord, déjà venir taper les 2000$ pour que le public aussi puisse entendre parler d'Ethereum et qu'on puisse attirer plus de gens pour soutenir le rallye, tout simplement, que les médias puissent en parler, mais également qu'on puisse casser le sommet parce que si par exemple on voit ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire en gros cassure de range puis M-top derrière, ça c'est ultra bearish et pareil. C'est-à-dire en gros grande chance de repartir sous le range et d'avoir un Ether qui reviendrait vers les 1600$ par la suite. Donc ça ferait quand même une chute d'environ 15%, ce qui ne serait pas négligeable. Maintenant si, pareil, Ethereum c'est très simple. Tant qu'Ether, tout comme je vous expliquais sur Bitcoin, il tient cette zone, tout va bien pour Ethereum. Ok. Mais vraiment tout va bien pour Ether. C'est nickel en fait, tout simplement. Par contre si on réintègre, là, ça devient moche. Donc, même chose que j'ai expliqué sur Bitcoin, c'est exactement la même chose. Bon, là, on est en zone de rechargement de short. Pour tous ceux qui essayent encore de shorter ETH, bah, techniquement, là, c'est les meilleures zones pour le faire, hein, ni plus ni moins. Si vous êtes baissier, si vous êtes haussier, tout simplement, votre zone d'achat sur Ethereum, vraiment optimale, si elle vous est proposée, c'est, on va dire, sous les creux ici. Donc, je pense que ce serait dans les 1840. Si on y revient, ça peut vraiment être une bonne zone de prix avec invalidation si on pète les 1820. Donc ça fait des trades assez intéressants. Si vous voulez absolument suivre la dynamique, vous allez avoir la zone de rechargement du creux précédent, donc entre 1890 et 1900, très bonne zone avec une invalidation sous les 1877, donc ça ferait ce genre de trade en fait, hein, tout simplement, hop, pour aller chercher plus haut, donc des risques reward qui sont très intéressants, tout simplement, ok. Mais petite vigilance sur Ethereum qui revient proche de son top précédent, pour l'instant qui ne le casse pas. Maintenant, s'il le casse, let's go, allons chercher vraiment le point de haut des range, 1980, puis ensuite 2000 et 2030$. Ethereum, c'est un peu plus rapide puisqu'il est un peu plus faible et que franchement, ça ressemble beaucoup au BTC, sauf que pour l'instant, BTC est un petit peu plus fort. Mais c'est surtout en fait BTC qui drive. On attend vraiment de voir si s'il y a un pullback, est-ce que ça tient ou est-ce que ça ne tient pas. Si ça ne tient pas, ça devient très très vite dangereux. Voilà, c'était pour vous tenir au courant de ça. Maintenant, le graphique qu'on a sous les yeux, il est haussier. Il suffit de regarder le graphique en weekly. Oups. De regarder le graphique en weekly. Il est haussier également, juste ici. Hein, ça, c'est aussi, on est en train d'avoir la résolution haussière bullish. Ce qu'il faut simplement pas réintégrer, comme je le répète encore pour la 17e fois peut-être. Prochain objectif 38.2, j'en parle très souvent, mais pour moi, c'est un niveau clé. Il y a des imbalances ici. Également, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais vous avez aussi le Bitcoin Future qui vous donne les gaps. Donc là, il y avait un gap ici qu'on est venu combler. Il y a un gap ici au niveau des 35 000, donc du premier arrêt qu'on viendra combler probablement. Et il resterait une grosse zone de gap ici vers les 53 000 qui serait un parfait objectif de top si on fait un mouvement similaire à 2019. Mais ça ne serait pas avant la fin juin, je pense, si on y vient. Donc je vous laisse ici pour l'analyse. Si ça vous a plu vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est expliqué sur le Discord, dans le salon bienvenue. Les modalités sont ici, donc il y a les adresses. Vous pouvez payer soit en BNB, soit en Ether, soit en USDT, ou en USDC ou en BUSD. Vous avez les adresses ici avec le réseau à choisir. Vous avez ici les montants, tout simplement. Vous avez juste à nous envoyer un petit message si vous avez un doute, on vous aide. Si vous avez procédé au paiement, vous nous envoyez le TXID, on est connecté ici aux 3 profs, comme ça le premier qui le voit le valide, et vous avez votre rôle élève dans l'heure, ou dans l'après-midi, ou dans la matinée, ça dépend de quand est-ce que vous l'envoyez, mais en tout cas dans la journée, c'est fait. Je le rappelle, le concours sur BitGet, juste ici, en partenariat avec BitGet, ça prend 2 minutes pour participer, résultat ce soir 20h je pense, entre 18 et 20h, heure de France. Donc les dernières heures pour participer, vraiment n'hésitez pas. Et également vous inscrire sur la plateforme et y trader si elle vous plaît bien évidemment. N'hésitez pas à me faire un retour si vous tradez sur la plateforme. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Oui, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, à demain très très probablement. Ciao ciao.